bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux langues régionales en Méditerranée occidentale. Certaines sont en danger, pourtant toutes racontent notre histoire et qui nous sommes. Quel avenir pour ces marqueurs d'identité? Je pose aujourd'hui la question à notre invité Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Très volontiers. Vous êtes maître de conférences, habilité à diriger des recherches, rattaché à l'UMR LISA, à l'Université de Corse, spécialisé en sociolinguistique, études corse et politique linguistique. Vous avez d'ailleurs signé plusieurs ouvrages en la matière et vous êtes également conseiller territorial à l'Assemblée de Corse. Programme chargé, un emploi du temps chargé. Alors avant d'entamer ce dialogue entre la Corse, l'Italie et l'Espagne, j'aimerais savoir, Romain Colonne, ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous. Puisque le thème de l'émission est dédié aux langues, j'ai envie de vous répondre tout d'abord la langue corse, forcément, puisqu'elle nous permet quand même de nous connecter à presque tout le bassin méditerranéen, en tout cas à la rive est, ouest et un peu au nord, moins au sud, mais bon, ça fait des millions de personnes, notamment du côté de l'Italie ou du côté de l'Espagne. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très méditerranéen en moi. Et aussi, je pense, une conscience assez accrue de la biodiversité de l'environnement méditerranéen, qui est quand même assez commun, même si bon, autour de la Corse et en Corse c'est très très joli, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez commun sur ce continent liquide et en même temps, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle d'environnement, une conscience accrue des dangers qui pèsent sur la Méditerranée, parce que c'est aussi une des mers les plus polluées au monde. On a tendance à l'oublier. On a un peu ces images magnifiques de plages au sable fin, mais ça reste une des mers les plus polluées. Donc voilà, un peu ces sentiments entre langue, identité commune, environnement et risque majeur. Bien commun, risque majeur, exactement. Voilà, c'est un peu ce qui m'anime. On va rester du côté de la linguistique, si vous le voulez bien. Peut-on définir une langue, ou tout du moins en extraire les principales caractéristiques? Si vous deviez, par exemple, expliquer ce qu'est le corse, de quoi il se compose, que diriez-vous? C'est une vaste question. On n'a pas encore toutes les réponses, ou en tout cas, les réponses ne font pas l'unanimité. Mais ce qu'on peut dire du côté de la science, c'est que une langue, bon, bien sûr, elle est structurée. Hein, tout langage est structuré. Sinon, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ça ne relève pas du langage. On étudie les structures. Donc ça, c'est un peu l'organisation interne, j'ai envie de dire, du langage et qui évolue au fur et à mesure. Et notamment, il évolue en fonction des besoins sociaux. Et donc là, j'en arrive à une autre partie de la science qui me concerne un petit peu davantage avec la sociolinguistique. C'est-à-dire que les langues, finalement, c'est des pratiques sociales. Mais lorsque l'on parle de langue, en fait, c'est davantage ce que les États, notamment les États-nations, à partir du 19e siècle, ont retenu avec telle pratique sociale qui est légitime, à travers l'école, l'armée, la politique, un certain nombre d'institutions. Mais en fait, les langues, c'est une multitude de pratiques sociales et on va plus ou moins les valoriser en fonction des contextes. L'État va valoriser une pratique sociale plutôt qu'une autre et éliminer souvent, ça a été le cas en France, toutes les autres pratiques sociales qui n'ont plus le titre de langue souvent. On va en reparler. Il y a un ouvrage du linguiste Louis-Jean Calvet qui s'intitule « La Méditerranée, mère de nos langues ». L'auteur nous explique que les langues sont à la fois des vaisseaux d'histoire, de mémoire, comme un fil rouge, mais elles évoluent aussi, elles s'influencent entre elles. Bien sûr, mais elles s'influencent entre elles au gré des conquêtes, souvent militaires, au gré des brassages et des migrations humaines. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qui est inhérent aux langues. C'est vraiment ce principe d'évolution en fonction des besoins sociaux. C'est-à-dire que le langage, c'est un outil pour les humains, pour les hommes et les femmes, et il évolue en fonction de leurs besoins. Alors les besoins, ils sont multiples. Ça peut être des besoins cryptiques, des besoins ludiques, des besoins communicatifs, bien évidemment, des besoins identitaires. Les jeunes ne parlent pas comme les plus anciens. Les femmes, on le sait aujourd'hui, ne parlent pas forcément comme les hommes. Alors c'est pour le commun des mortels, ça peut être imperceptible, mais lorsque l'on se prête au jeu de l'étude scientifique, on voit que chaque besoin social détermine la langue et évolue. Et ensuite, les besoins sociaux, en fonction de ce que je disais précédemment, de leur soutien institutionnel, vont s'imposer comme plus ou moins légitimes ou comme une force pour le collectif. Donc, mais il faut retenir vraiment au niveau des langues, c'est cette évolution permanente. On ne parle pas corse comme on parlait en Corse il y a 200 ans, et très certainement, dans 200 ans, on ne parlera pas corse. Alors, on appellera ça langue corse ou pas, mais voilà, et ce qui vaut pour le corse, vaut pour le français, vaut pour l'anglais, pour toutes les langues. Bien sûr, il faut espérer le parler encore dans 200 ans. Bien sûr. Quel rapprochement et quelle différence pouvons-nous faire entre les langues d'Italie, le corse et le catalan en Espagne ?
Est-ce qu'il y a des grands marqueurs communs? D'un point de vue structurel, sans parler des politiques linguistiques, d'un point de vue structurel, c'est des langues latines. Donc c'était la fragmentation du latin qui a donné lieu à tout un certain nombre de langues, à des dizaines de langues. Et on a cela, et c'est assez formidable, de commun entre le corse, le catalan et toutes les langues d'Italie, mais d'autres langues ailleurs, qui fait que, alors ça serait mentir de dire qu'il y a une intercompréhension totale avec l'Italie et le toscan et d'autres langues d'Italie, elle est presque totale, en tout cas à l'écrit, mais même à l'oral. Mais si vous lisez, si vous êtes un bon locuteur de corse, que vous lisez un texte en catalan par exemple ou en espagnol, vous n'avez pas une grande difficulté pour le comprendre. Et au-delà de la grande difficulté, enfin de la facilité pour le comprendre, une relative facilité pour en faire l'acquisition. Donc voilà, il y a cette latinité commune qui nous anime en Corse, avec la Méditerranée, notamment l'Italie et l'Espagne. Alors, il y a aussi en matière linguistique le rapport dominant-dominé. C'est le fruit de l'histoire et des pays qui donnent le là, en fait, des politiques linguistiques actuelles. Alors, plus que les pays, c'est les États, en fait, qui donnent le là. C'est les institutions publiques les plus fortes, les plus puissantes, les États. Et en Europe, ils se sont constitués sous la forme d'États-nations extrêmement puissants. Et effectivement, ils consacrent la plupart du temps, en tout cas c'était le cas en France, un peu moins en Italie, un peu moins en Espagne, on le verra au cours de l'émission, mais ils consacrent une pratique sociale qui devient la langue d'État, qui s'impose au peuple, qui fait nation. Et en France, ça a été le cas à partir du 18e, 19e et 20e. Au cours du XXe siècle, et donc le français s'impose sur tout le territoire. C'est un peu différent en Espagne et en Italie. Oui, alors ça l'a pas toujours été, parce que, comme on dit que les langues évoluent, elles évoluent aussi en fonction de l'histoire et de l'histoire politique. Par exemple, sous Franco, en Espagne, il y a une politique d'unilinguisme en faveur du castillan, de l'espagnol. En Italie, alors cette politique a été cassée à la chute de Franco. En Italie, on observe une relative tolérance, puisque l'État italien s'est constitué bien plus tard, à la fin du XIXe siècle. Il n'y avait pas d'unité, si je puis dire, en Italie jusqu'à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, on ne dit pas que la Corse a été conquise par les Italiens, on ne le dit jamais. On dit toujours qu'elle a été conquise par Pise, par Gênes, la République de Gênes. Donc c'est bien pour vous illustrer d'un point de vue historique la non-unité de l'Italie qui s'est faite à la fin du XIXe siècle et qui a donné en matière linguistique une relative tolérance, sans pour autant qu'il y ait une promotion folle des langues de la diversité. Mais c'est intéressant ce comparatif entre Espagne, Italie et France. On a vraiment trois régimes différents et trois gestions différentes des langues. Et c'est à ce moment précis, Romain Colombe, que nous prononçons le mot tabou d'officialité, voire de co-officialité. C'est le cas dans les régions autonomes espagnoles et italiennes. Pour la Corse, c'est un peu plus compliqué. Le cadre national ne le permet pas à ce jour. Et la classe politique nationale n'a pas souhaité faire évoluer les choses jusque-là. Qu'est-ce qu'impliquerait très concrètement la co-officialité de la langue corse ? Alors, la co-officialité, un régime d'officialité, pour le résumer, pour être le plus simple possible, ça suppose une obligation pour les institutions, c'est-à-dire que les institutions sont obligées de rendre un service public, la langue comme un service public, comme elles rendent d'autres services, et le citoyen, lui, a le droit d'eux. Donc les institutions sont obligées d'eux, et le citoyen a le droit d'eux. Aujourd'hui, le citoyen corse n'a pas le droit d'eux. On l'a vu très récemment à l'Assemblée de Corse avec le tribunal administratif qui retoque le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse en disant, en s'appuyant sur l'article 2 de la Constitution française notamment, qu'on n'a pas le droit d'utiliser la langue corse au sein des débats. Donc le citoyen corse, le citoyen que je suis et que vous êtes, n'a pas le droit d'eux dans toutes les situations. On vous dit, oui, dans le privé, vous avez le droit. Oui, mais si dans le public, je n'ai pas le droit, forcément, à terme, ça a des conséquences sur le privé et on le voit depuis maintenant près d'un siècle. Donc la citoyenneté, la co-officialité donne un droit aux citoyens à faire valoir. Et elle l'oblige, si je puis dire, les institutions d'offrir un service public. Donc on peut penser aux institutions scolaires, médiatiques, toutes sortes d'institutions du coup qui doivent participer à la politique linguistique. Grosso modo, la co-officialité, c'est ça. Et puisqu'on dit co-officialité, il ne s'agit pas d'enlever des droits aux Français, mais simplement d'en rajouter aux Corses. C'est aussi simple que ça. Les langues régionales sont inscrites dans la Constitution. À l'article 75-1, je cite, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Alors, on ne peut pas dire que le poids normatif soit particulièrement écrasant. Non.
Même s'il y a une inscription dans la Constitution. Oui, vous avez parfaitement raison, mais il faut d'ores et déjà préciser que cet article est en lien avec l'article 2. On ne peut pas les dissocier. L'article 2 que je citais précédemment, la langue de la République est le français. C'est à partir de cet article, notamment depuis 92, modification, vous voyez que c'est assez récent, modification constitutionnelle qui s'oppose à toute avancée en matière de langue dite régionale. Article 75-1, modification de 2008, vous voyez que la Constitution, ça se modifie souvent. Les langues régionales, donc la consécration du terme langue régionale appartient au patrimoine de la France. Sauf qu'en 2011, il y a eu une question qu'on appelle constitutionnelle en 2011, et le Conseil constitutionnel a frappé de nullité juridique l'article 75-1. Donc, il est là, mais c'est un ornement, il ne sert strictement à rien d'un point de vue juridique. Vous avez organisé au mois d'avril dernier à l'Université de Corse une conférence intitulée Langue et Constitution, approche comparatiste France, Italie, Espagne, animée par Véronique Bertil, maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. Quels ont été les principaux enseignements de ce rendez-vous? Oui, effectivement, cette conférence s'inscrit dans un séminaire que j'anime à l'Université de Corse et à l'UMR LISA. Mais les principaux enseignements de cette conférence, ils ont été nombreux, mais pour les résumer très clairement, le principe d'indivisibilité qu'on nous oppose très souvent en Corse pour dire, mais attendez, on ne peut pas conférer des droits aux locuteurs corses parce qu'il y a un principe d'indivisibilité en France. Il y a des citoyens, il y a une notion abstraite de citoyenneté. Mais on voit que ce principe d'indivisibilité se retrouve aussi dans la Constitution italienne et dans la Constitution espagnole. Sauf que dans la Constitution italienne est consacré ce principe d'indivisibilité, mais est suivi de suite la notion d'autonomie, et c'est-à-dire que la Constitution italienne consacre certes ce principe d'indivisibilité, mais reconnaît les autonomies. Et au niveau espagnol, c'est intéressant, il y a une nuance, ce n'est pas la République qui est indivisible, mais c'est la nation espagnole qui est indivisible. Et de suite également, la Constitution espagnole reconnaît les autonomies. Donc on a toujours ce principe d'indivisibilité qui est consacré dans les trois constitutions. Deux le reconnaissent au niveau de la République, une au niveau de la nation, mais deux, l'Italie et l'Espagne reconnaissent également les autonomies, ce qui n'est bien évidemment pas le cas de la France. Et ça, ça a des conséquences au niveau linguistique, puisque l'Italie protège ses langues et l'Espagne protège ses langues avec des régimes de co-officialité en Italie et en Espagne, ce qui n'est strictement pas le cas en France. Alors ces échanges, au-delà de l'aspect purement universitaire, s'inscrivent dans un contexte aussi très particulier d'évolution statutaire possible pour la Corse. On ne va pas faire semblant, je l'ai dit, vous êtes conseiller territorial à l'Assemblée de Corse, vous siégez au sein du groupe de la majorité. Dans les discussions plus ou moins suivies avec Paris et le ministère de l'Intérieur plus largement, dans le projet, 6 projets il y a déjà du Conseil exécutif, quelle place tient la langue corse? Où mettez-vous le curseur entre reconnaissance, protection, officialité, co-officialité? Déjà, rappeler pour ceux qui nous regardent que la question de la langue a été inscrite dans le programme de discussion. Elle n'a pas encore été traitée, mais nous comptons bien, parce que pour une raison relativement simple, c'est que la majorité territoriale, mais au-delà, a mandat conféré par le peuple pour traiter de cette question dans le cadre du processus. C'est aussi pour ça qu'on a été élus, d'une part. Et nous avons donc inscrit à l'ordre du jour cette question. Nous demandons, et quand je dis nous, ça va très au-delà de la famille nationaliste, puisque je vous renvoie au vote de 2013 sous la majorité de Paul Jacobi, sur le vote sur la co-officialité, et je vous renvoie au premier vote de 1983 de l'Assemblée de Corse en faveur du bilinguisme, sous des majorités de droite. Donc depuis 1983, finalement, ce sont 40 ans 40 années de vote en faveur de la langue corse, avec plus ou moins d'intensité et des degrés plus ou moins d'officialité. Mais le point d'orgue, ça a été 2013 avec ce vote sur la co-officialité. Donc nous allons faire valoir ce droit parce que, tout simplement, il en relève du mandat politique que l'on a, je l'ai déjà dit, mais aussi de droits humains. Et la langue est un droit humain qui est reconnu partout au niveau international. Il n'y a pas une instance internationale, que l'on parle de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de l'ONU, de l'UNESCO, qui ne reconnaît la langue comme un droit humain et qui fonde l'ensemble des politiques et l'ensemble des recommandations internationales sur un fait qui est un fait de non-discrimination lié à la langue. Et manifestement, la France est hors la loi au niveau international, au moins sur la question linguistique. Il y a des chiffres, Romain Colonne, qui interpellent. Vous parliez de l'UNESCO, selon l'institution, sur les quelques 6000 langues existantes dans le monde, plus de 2500 sont menacées à différents degrés, de vulnérables à éteintes, en passant par en danger, entre autres. Toujours selon l'UNESCO, plus de 200 langues se sont
sont éteintes au cours des 3 dernières générations. Et pour rester dans notre aire de jeu, le corse et le catalan sont considérés comme potentiellement vulnérables, mais là encore à des degrés divers. Certains dialectes, comme le sarde galourès ou le sassarès, sont eux en danger de disparition. L'un des paramètres déterminants à la survie d'une langue, c'est à la fois le nombre et la typologie des locuteurs. Oui, alors pas forcément le nombre, il y a un critère il y a plusieurs critères cumulables pour évaluer ce qu'on appelle la vitalité linguistique. Et effectivement, le corse, comme beaucoup d'autres langues, et ça c'est un des effets de la mondialisation aussi, est menacé de disparition. Alors il faudrait s'entendre sur exactement ce qu'on entend par disparition, mais en tout cas de disparition comme langue socialement circulante. Parmi tous ces critères, il y a un critère qui est important, c'est celui de la transmission intergénérationnelle. À partir du moment où des parents arrêtent de transmettre à leurs enfants, l'école ne peut pas se substituer à tout. Et j'ai envie de dire classiquement, je l'ai souvent dit sur des plateaux chez vos collègues et confrères et consoeurs, une politique linguistique conjugue un certain nombre de facteurs. Le facteur scolaire, éducatif bien évidemment, le facteur familial, favoriser les politiques linguistiques au niveau familial, et en rappelant encore une fois avec force que la langue est un fait social total, donc on doit l'accompagner à travers une politique sociale totale qui ne concerne pas que l'éducation, même si c'est un pan extrêmement important, qui concerne à la fois les médias, l'éducation, la famille, les institutions, le droit à travers le statut, la protection du citoyen, la valorisation, l'aspect ludique de la langue, tous les pans de la société, puisque le langage est partout autour de nous dans la société. Donc une politique de la langue ambitieuse doit concerner tous les pans de la société, mais le citoyen doit absolument être protégé dans le cadre de cette politique, et c'est un statut qu'on va essayer de négocier avec Paris. Pour élargir le spectre des locuteurs et l'audience de la langue corse, une revue s'est imposée dans le paysage médiatique insulaire, et pas seulement, puisqu'il s'agit d'une plateforme numérique. Je parle de Tempiriviste et c'est notre Zoom de la semaine. Lancé en 2018 par Marc-Antoine Faure et Jean Toussaint Olivier Battistini. Oh là là, décidément, Jean Toussaint Olivier Battistini, pardonnez-moi. Alors étudiant, Tempi est un média d'actualité nationale et internationale entièrement en langue corse. Lisa Poupogne, étudiante en urbanisme et aménagement du territoire, est l'une des rédactrices de cette plateforme d'information. Elle revient sur la genèse de la revue et sur le rôle fondamental de la langue, à la fois moteur du projet et moyen d'expression. On regarde. Allora, diciamo che prima di tutto Tempirivista è nata da un bisogno, perché quando siamo giovani scrittori, linguaccioli corsi, avevamo studiato di parlare, di spartare la lingua. Allora ci voleva scrivere, e tanto è nata di noi una domanda di lettura in lingua corsa, di imparare in lingua corsa e di giungere a conoscenza in lingua corsa. Allora un sito scritto solo in lingua corsa era una cosa da fare, penso. Allora è vero che quando impariamo una lingua ci vuole essere interessati da tutti i soggetti, allora ci vuole parlare in lingua corsa di politica, di economia, di scienze umane, di letteratura di noi, e così che la gente si interessa, penso. E dopo c'era una volontà individuale di affermare che la lingua corsa è la lingua di tutti i giorni. Essendo una lingua di tutti i giorni, ci vuole parlare di tutto, senza complessi, senza lagnarsi di parole, e di dire che è la lingua di l'anticoni. Noi abbiamo imparato che in quella lingua corsa si può parlare in un mediterraneano con i sardi, italiani, con gli spagnoli, con la Francia tutta di no, per i regioni come Nizza, come Marsiglia. Allora penso che è una vera ricchezza e un arnese maggiore per imparare la lingua corsa, per spenderla in un Mediterraneo e non per far crescere un numero di locutori con un uso che è veramente utile per la gente. Romain Colonne, une réaction sur cette initiative et surtout sur l'utilisation naturelle, décomplexée de la langue dans tous les domaines.
Déjà, saluer l'initiative au-delà du caractère fondamental qu'elle investit un média, et c'est extrêmement important dans la politique de revitalisation, mais dire aussi que c'est une initiative qui relève de la jeunesse, à un moment donné, en tout cas dans sa genèse, et ça démontre aussi que cette jeunesse en Corse, elle est tout à fait attachée à sa langue, ce qui fait une référence identitaire pour elle, et que notre devoir, c'est aussi d'accompagner toutes ces initiatives-là et de maintenir cette langue, parce que c'est une référence pour le peuple corse, et le peuple corse se définit aussi à travers cette langue, qu'il parle ou pas la langue, et nous devons absolument la maintenir, la développer. C'est un devoir aussi pour nos enfants. Oui, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, c'est tous les domaines sont visés. Oui. Tout à fait. Et on ne s'arrête pas à la culture, aux traditions. Tout à fait. Ça, c'est un domaine aussi essentiel, ou en tout cas une vision de la langue. Mais je pense que maintenant, c'est acquis de ne pas confiner la langue à certains usages et d'ouvrir la langue à tous les espaces, d'en faire une langue du citoyen, une langue de la société qui peut parler et qui parle de tout. Donc, Tempi, incontestablement, répond à cela. Alors le défi est là, peut-être redonner le caractère populaire à la langue, la faire sortir de l'université. Alors l'universitaire que vous êtes va me dire, bon, peut-être pas totalement, mais... Non, mais je vous réponds très tranquillement à cette question. Et c'est en lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est que la langue, elle doit investir l'ensemble des espaces. Donc c'est pas investir l'espace populaire, et je crois qu'elle est encore, fort heureusement, une langue populaire. Cela ne suppose pas de la faire sortir de l'université. Il faut qu'elle investisse l'université comme elle a toujours fait, qu'elle investisse le domaine populaire, le domaine culturel, le domaine économique, le domaine médiatique. On ne va pas dire, pour qu'elle investisse ce domaine économique, il faut la faire sortir de France 3. Mais c'est exactement la même logique. Il faut que la langue, elle investisse tous les domaines. Une fois qu'on aura compris ça, et ça suppose un certain nombre d'évolutions, mais peut-être qu'on pourra envisager de manière un petit peu plus sereine l'avenir de la langue. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous inspire ? En Italie, il y a des régimes de protection et de développement de la langue qui sont inspirants. On peut penser au Sud-Tyrol, au Val d'Aoste, où il y a des régimes de co-officialité. En Espagne, où il y a un certain nombre d'autonomies reconnues. Et quand on voit que ces autonomies sont reconnues, souvent ça s'accompagne de co-officialité. Aux îles Baléares, en Catalogne, au Pays Basque, où là on a Baléares, Catalogne, Pays Basque, véritablement des politiques tout à fait en faveur de la langue et qui portent... Alors c'est difficile, la co-officialité n'assure pas la survie de la langue, mais il est impossible de maintenir de développer une langue sans la co-officialité. On voit que là-bas, sur ces 3 territoires et ces 3 communautés autonomes, on a des résultats probants en matière de politique linguistique. Allez, c'est l'heure de la bande originale. Alors Romain, vous avez choisi une chanson de circonstance, l'Estaca du catalan Luis Llach, que tous les Corses connaissent, peut-être même sans le savoir. Vous nous expliquez alors à la fois le chanteur et son œuvre et sa chanson. C'est un des chanteurs, le chanteur peut-être le plus populaire depuis les années 70 en Catalogne, qui m'a beaucoup inspiré à travers ses textes et ses musiques, et notamment à travers cette chanson l'Estaca, qui veut dire le pieu en français, qui a donné la fameuse, mais beaucoup de Corses ne le savent pas, la fameuse catène, reprise notamment par Itiama Dialesi, que nous saluons. C'est un chant, maintenant j'ai presque envie de dire, qui a une portée quasi internationale, qui accompagne énormément de luttes d'émancipation, en tout cas en Catalogne, qui est aussi une lutte pour la démocratie, une lutte d'émancipation remarquable. Et vous m'avez demandé, dans le cadre de la préparation de cette émission, donc de choisir une chanson en lien avec la Méditerranée. Il me semble que cette chanson, entre la Corse, la Catalogne et d'autres rivages aussi, anime véritablement moi ce que je suis en tant qu'enseignant-chercheur, ce que je suis en tant que militant politique, culturel, et aussi, petit clin d'œil, Luis Llach, puisqu'il y a une certaine solidarité à chanter avec Imouvrine, avec Jean-François, les frères Bernardine, Jean-François et Alain Bernardine. Donc voilà, ça me semblait pour toutes ces raisons-là important de vous présenter cette chanson. Parfait. Et hasard ou coïncidence, le 7 mai, c'est aussi la date anniversaire de Luis Llach. Qui était interdit de chanter à une époque, donc maintenant on est heureux de pouvoir l'écouter. Et l'écouter et le diffuser. Romain Colonne, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Steel, ou si on vous manque, en replay sur le site France.tv. Salut! De temps no pot durar, segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo les tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir